Je ne sais pas si on peut logiquement dire qu'on est chanceux d'avoir eu le père qu'on a eu, parce que c'est, je dirais presque par définition, pas une question de chance. C'est je suis ce que je suis parce que mes parents ont été d'une certaine façon, mais j'ai l'impression d'avoir été particulièrement chanceux d'avoir eu comme père Jacques Rousseau. Euh, c'est quelqu'un qui mérite vraiment d'avoir une biographie solide et étayée, parce qu'il a joué un rôle important dans l'histoire du Québec, du Canada français en général, au point de vue scientifique, artistique, même culinaire. Il a eu un rôle même politique, en ce sens qu'il était un intellectuel public dont les opinions avaient un effet sur la vie de tous les jours. Il a été dans toutes sortes d'activités. Il existe déjà une biographie qui a été écrite par Pierre Couture et Camille Laverdière, Jacques Rousseau, La science des livres et des voyages. C'est une biographie qui lui est très sympathique, mais qui est un peu légère, pas toujours exacte et certainement assez douteuse quand elle analyse les visions politiques de mon père. Mais c'est déjà ça. Si jamais si je pouvais convaincre quelqu'un d'écrire une biographie de lui, je suggérais qu'il y a un aspect très avantageux, c'est que toutes ces archives se trouvent à l'Université Laval, où elles ont été classifiées de façon absolument fantastique. Elles sont disponibles, ces photos de terrain, ces journaux de terrain, sa correspondance et tout et tout. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas vraiment une biographie. D'une part, parce que je suis arrivé au monde alors qu'il avait déjà 42 ans, donc il y a tout un passé que je connais seulement parce que j'ai lu, parce qu'il m'a dit. Il était déjà connu internationalement à cette époque-là. Et puis évidemment, j'ai une vision personnelle et c'est ce sur quoi je vais me pencher. Il venait d'une grande famille. Il avait 11 frères et 2 sœurs. Ses grands-parents, ses 2 grands-pères étaient médecins. Et du côté de sa mère, il venait d'une famille où 2 de ses oncles, 2 des frères de sa mère étaient doyens respectivement de la faculté de médecine et de la faculté des sciences à l'Université de Montréal, à l'époque où l'Université de Montréal était une succursale de l'Université Laval. Il était dans un milieu intellectuel et d'ailleurs sa mère, il était très proche de sa mère qui s'intéressait à des tas de choses et justement, je pense qu'il a formé beaucoup de ses idées dans les conversations avec elle, avec ses oncles également, avec son père qui, lui, s'était éloigné de la tradition familiale d'être en médecine ou en droit, et ainsi de suite. Il était devenu un entrepreneur électricien, un industriel. C'est lui qui avait électrifié la Gaspésie. D'ailleurs, quand je suis allé en Gaspésie dans les années 60 avec mon frère, il y avait encore des gens qui se souvenaient de ça et qui se souvenaient même de mon père qui, à cette époque-là, était un adolescent. Et la spécialité de mon père, c'était justement de faire les trous des poteaux. Et puis un autre de mes oncles montait pour mettre les fils. Et cet oncle-là, il est devenu l'ingénieur en chef d'Hydro-Québec éventuellement. Alors c'était dans ce genre de famille-là qu'il est né. Il a surtout vécu quand il était jeune dans la région de Montréal, mais ils ont vécu également à Montmagny. Un aspect important pour comprendre mon père, c'est qu'il a développé des problèmes de santé alors qu'il était assez jeune, je dirais vers l'âge de 10 ans. Et c'était, je ne sais pas qu'est-ce que c'était exactement,
mais c'était une maladie de peau qui était sur presque tout son corps, qui ne pouvait être traitée que d'une seule façon, c'est-à-dire en y plaquant des fers chauds, des fers chauffés à blanc pour brûler la peau. Et la plus grande partie de son corps était simplement des cicatrices. Et je pense que quelqu'un qui, dès l'enfance, apprend à survivre et accepter un niveau de douleur aussi incroyable, à ce moment-là, ou bien il est écrasé, ou bien il va au-delà de tout. D'ailleurs, dans ces dernières années du collège classique, les 2-3 dernières années, il était incapable d'aller à l'école parce qu'il était trop malade. Alors, il y a eu 2 personnes en particulier qui ont été ses enseignants, y compris son frère aîné. Et quand il a passé l'examen, il était le premier dans tout Montréal. Donc, malgré tous ces problèmes-là, il ne voyait pas ça comme étant un problème. Et ça sera un leitmotiv dans toute sa vie, c'est-à-dire que le confort n'était pas important, il fallait passer au-delà des douleurs et de tout. Il venait d'un milieu nationaliste qui, je dirais, nationaliste et moderniste en même temps. Et ça, on voit ça dès le départ. Son père avait été une des premières personnes à avoir une voiture. Quand il y a eu des vols commerciaux entre Montréal et Québec, les 4 premiers billets ont été vendus à 4 frères, y compris mon père. Ils sont quelque part dans les archives. Et ainsi de suite. Et ça, ils étaient intéressés à tout, à ce qui était nouveau, aux autres endroits, et ainsi de suite. Et mon père s'est orienté très tôt vers la botanique. Et lui-même a été chanceux d'entrer en contact avec le frère Marie-Victorin, qui est devenu éventuellement son directeur de thèse. Et ils ont eu une relation qui a continué jusqu'à la mort du frère Marie-Victorin. Il a fait toutes ses études à l'Université de Montréal. Et si j'ai bonne mémoire, il a eu le premier doctorat en sciences de l'Université de Montréal. D'ailleurs, un doctorat que la défense de thèse a été particulièrement difficile parce qu'il y avait des couteaux tirés entre certaines personnes et le frère Marie-Victorin, suffisamment qu'en fait, il y a un dramaturge qui a écrit une pièce qui s'appelle La Thèse. Je m'excuse, j'oublie le nom de l'auteur. Et c'est basé sur l'expérience de mon père, mais ça n'utilise pas son nom parce que ma mère ne lui avait pas permis, ce que je regrette. J'ai lu le texte, c'est plutôt beau. Mais déjà à cette période-là, avant son doctorat, il avait déjà commencé des recherches avant la vingtaine. Il faisait des collections de plantes en Gaspésie, sur la Côte-Nord, et peu à peu, il est allé plus loin. Pendant qu'il était étudiant à l'Université de Montréal, il a fait des collections botaniques sur la montagne où se trouve maintenant l'Université de Montréal. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais à l'Université McGill, c'était un des aspects qui me rendait ma vue sympathique, parce que je voyais le Montréal, je me disais, ah oui, mon père était là. Et il manquait aucune occasion pour aller visiter d'autres endroits. Et très tôt, il s'est intéressé également à l'aspect humain de la botanique. Comme par exemple, il est allé à Ganawagé pour voir comment on utilisait des plantes. Et ça, c'était très tôt, je crois, avant son doctorat d'ailleurs. Il est allé en Haïti, où d'ailleurs il a eu l'occasion de se lier d'amitié avec un médecin qui lui a ouvert les portes pour aller voir des séances de vaudou. Et le médecin en question, c'était celui qui est devenu plus tard Papa-Doc Duvalier. Il est allé au Nouveau-Mexique pour faire des fouilles archéologiques, ça encore avant son doctorat, et ainsi de suite. Donc, il était déjà intéressé à tout. Je pense qu'il avait écrit d'ailleurs avant ses études supérieures des articles sur le parler français au Canada, qui est demeuré un de ses intérêts.
Donc, il allait dans toutes sortes de directions, mais il réussissait dans toutes ces directions. Quand il a eu son doctorat, et même avant, il enseignait à l'Université de Montréal. Très rapidement, il a été libéré de l'enseignement parce que le frère Marie-Victorin, qui était un brillant homme politique, avait convaincu le gouvernement du Québec de créer un jardin botanique comme outil pour combattre la dépression. Il y avait des tas de gens qui étaient sans emploi et un jardin botanique et des pelles, il en faut beaucoup pour faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle le jardin botanique de Montréal est le deuxième plus grand jardin botanique au monde. Le plus grand étant bien sûr celui de Kew en Angleterre. Marie-Victorin était un politicien aguerri. Il savait qu'il n'était pas un bon administrateur. Alors, dès le départ, il a demandé à mon père de devenir le sous-directeur du jardin botanique. Et c'était mon père qui gérait le jardin botanique dès le départ, parce que lui, c'était l'inverse. Il avait un sens de l'organisation qui était remarquable. Et quand le frère Marie-Victorin est mort dans un accident de voiture, mon père est évidemment devenu le directeur du jardin botanique. Et je pense que c'était pour lui l'accomplissement le plus important de sa vie d'avoir été au centre et au départ du jardin botanique. Mais il a été novateur dans d'autres domaines, comme par exemple l'ACFAS. L'ACFAS avait d'abord été créé au début du 20e siècle. Finalement, ça avait disparu, ça avait cessé. Et mon père l'a recréé dans les années 30, je crois. Et c'est lui qui l'a fait repartir à zéro et ça n'a jamais cessé depuis. D'ailleurs, ça a été reconnu un peu par l'ACFAS, en ce sens qu'ils ont maintenant un prix d'interdisciplinarité qui s'appelle le prix Jacques Rousseau. Ça me semble un nom évident pour un prix comme ça. Toujours est-il que quand il était directeur du jardin botanique, et même avant, justement, il était dans le Nouveau-Québec quand Marie-Victorin est mort, et c'est à son retour qu'il a découvert qu'il était directeur du jardin botanique. Il est allé de plus en plus loin faire des expéditions dans le nord du Québec, lac Mistassini, lac Albanel en particulier, où il a passé plusieurs étés. Il a suivi le cours de la rivière Georges, qui est la plus longue rivière du Québec, qui est une rivière qui va du sud au nord jusqu'à la baie d'Ongava. Et dans tous les cas, c'était des voyages qui duraient 2-3 mois. Il allait sur la côte nord pour engager des gens qui allaient pégayer ses canaux, des Indiens de différentes communautés. Et d'ailleurs, l'année où je suis né, mon frère qui avait 10 ans l'a accompagné pour le voyage qui était sur la rivière Georges. Une autre personne qui l'a accompagné, et ça c'est vraiment un autre volet de la vie de mon père, c'était le peintre René Richard. Et dans ce cas-ci, mon père avait accepté que René Richard l'accompagne. Il ne le connaissait pas bien à cette époque-là, quand il a découvert que René Richard avait commencé sa carrière comme coureur des bois au Manitoba. Donc, il savait, c'est quelqu'un qui va savoir utiliser un canot. Et ils sont devenus de grands amis. Et d'ailleurs, mon frère et René Richard sont restés en contact jusqu'à leur mort. Mais ce lien-là avec l'art n'était pas nouveau. Mon père, dès le départ, était intéressé à tout ce qui se passait, à la littérature, mais certainement aux arts plastiques, à la peinture. Il connaissait essentiellement tous les membres du Refus global qui étaient ses amis. Et dans mon enfance, je me souviens d'une suite ininterrompue de peintres qui venaient chez nous.
des gens comme Daudelin, qui est toujours, à moins qu'il soit mort récemment, qui est toujours actif, et ainsi de suite. Et ça, c'est un aspect qui était absolument magnifique d'avoir cet autre intérêt. Comme je disais, il avait 42 ans quand je suis né, et donc j'ai eu peu d'occasions d'avoir l'expérience de ces voyages d'expédition, qui étaient essentiellement un poids assez lourd, je pense, pour ma mère, parce que quand il partait pour 3 mois, il n'y avait absolument aucune nouvelle pour 3 mois. Et il pouvait se passer n'importe quoi, et ça serait ça. De la même façon, quand il a traversé Longava, la péninsule de Longava en canot et à pied, ça a été également un long voyage. Celui-là, c'est un voyage qui a été filmé. D'ailleurs, il y avait avec lui plusieurs personnes, y compris un anthropologue français, Jean Michéa. Très rapidement, il s'est fait connaître comme botaniste à l'étranger. Il est devenu membre du comité de nomenclature, c'est-à-dire une sorte de sénat botanique qui décide comment est-ce qu'on nomme les plantes. Il y a un aspect très biblique à tout ça. Mais c'était vraiment fondamental pour la botanique à cette époque que justement il fallait nommer les plantes comme il faut. Et il a établi des tas de liens. Mais ça allait plus loin que ça. Il était un homme extrêmement sociable. Il aimait rencontrer les gens dans toutes sortes de domaines. Et pendant la guerre, évidemment, il y a eu toutes sortes d'occasions pour rencontrer les gens qui, justement, quittaient l'Europe, en particulier la France, pour diverses raisons. Il s'est lié d'amitié avec Saint-Exupéry, qui était ici. Mais une autre personne qui est venue pendant la guerre, c'était Claude Lévi-Strauss, qui était pas connu à l'époque, il n'avait pas encore écrit les structures élémentaires de la parenté. Mais mon père avait reconnu la valeur qu'il pouvait avoir et il avait convaincu l'Université de Montréal de lui offrir un poste pour essentiellement créer un département d'anthropologie. Et l'université a accepté avec un certain enthousiasme, mais malheureusement, c'est tombé à l'eau parce qu'à cette époque-là, l'Université de Montréal était sous le contrôle de l'archevêque de Montréal qui a imposé un veto et la raison était extrêmement claire parce que Lévi-Strauss était juif, il ne voulait pas qu'il soit à l'Université de Montréal. Et à ce moment-là, Lévi-Strauss est parti aux États-Unis pour le reste de la guerre. Une autre personne que mon père a connue, là également, c'était quelqu'un qui quittait la France à cause de la guerre, c'est Fernand Léger. Et ils se sont connus assez bien et ils se sont visités par la suite. Plus tard, il a été invité pour donner des cours. C'était l'Alliance française à Mexico qui lui a demandé de donner des cours, des cours publics. Et ça a été des cours sur l'agriculture précolombienne. Et une des personnes qui a assisté à tous les cours s'est présentée à la fin du dernier cours, disant « Je suis Diego Rivera. On m'a donné un contrat pour faire les murales du musée d'anthropologie de Mexico. Et puis, votre cours m'a été d'une utilité extraordinaire parce que je veux justement montrer quelle était l'agriculture précolombienne et sans vous, je ne l'aurais pas su. » Et puis, il lui a donné 3 toiles. Ainsi de suite. Et ça, ce lien-là avec l'art était constant et s'y intéressait énormément. Il était un collectionneur. Il collectionnait des collections, au fond. Mais pour revenir à ses intérêts, alors qu'il faisait des expéditions dans le Nord, il s'intéressait déjà à l'ethnobotanique
Donc, il était particulièrement intéressé à ce que les Montagnais, les Naskapi, et ainsi de suite, et j'utilise les noms de l'époque, faisaient. Et à cause de son caractère, il était extrêmement approchable, extrêmement agréable, très intéressé à, à parler, à écouter. Il rendait les gens à l'aise. Et dans ce cas-là, il a eu la chance d'observer des tas de choses que peu de personnes ont observées. Comme par exemple, les Montagnais à cette époque-là étaient déjà chrétiens, ils étaient déjà anglicans, mais ils continuaient de pratiquer leur religion traditionnelle. Il y avait donc un dualisme religieux, et justement, d'ailleurs, mon père, avec la collaboration de ma mère, a écrit un article sur le dualisme religieux. Ce sont deux systèmes complètement indépendants, et on passe de l'un à l'autre selon les questions. Mais les Montagnais étaient très discrets là-dessus, parce qu'ils savaient qu'ils pourraient être mal reçus. Et les photos de mon père sont parmi les seules, par exemple, de montrer les cérémonies de la tente tremblante, qui est une forme de divination. C'est une petite tente qui est comme une tour, et le chaman entre à l'intérieur, puis la tente commence à trembler quand les esprits l'habitent, puis là, il commence à parler, ou les esprits parlent. Et justement, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être traités avec respect, ils n'avaient aucun problème à ce qu'ils soient là, à ce qu'ils prennent des photos, parce qu'ils l'avaient accepté comme étant un participant. D'ailleurs, ils avaient été très impressionnés par lui, parce que mon père avait eu les cheveux blancs très, très tôt dans sa vie. Dans la trentaine, il avait déjà les cheveux tout blancs. Donc, à leur point de vue, il avait l'air beaucoup plus vieux, parce que les groupes indigènes d'Amérique du Nord commencent à grisonner quand ils ont 90 ans. Et justement, un jour, il y avait quelqu'un qui lui avait dit « T'es vraiment bon pour ton âge », parce que lui, il portait un sac qui avait environ 40 kilos de matériel. Il dit « À ton âge, t'es plutôt bon. » Puis à quel âge tu penses que j'ai? Il dit « Oh, tu dois avoir au moins 90. » Alors, il a décidé, ouais, je pense que je ne vais pas clarifier, j'aime mieux être bien perçu. Mais justement, il mentionnait qu'il y avait un de ces porteurs qui portait plus de 100 kilos, plus un canot de 6 mètres, et ils avaient un portage qui était sur des pierres. Il y avait des espaces entre les pierres, donc il fallait sauter de l'une à l'autre, et le portage était de plus qu'1 kilomètre. Alors imaginez que justement, s'ils avaient su qu'il avait seulement 30 ans, j'aurais dit, quel incapable! Mais justement, il participait à tout. Et d'ailleurs, une des choses dont il était très fier en ce qui concernait ses expéditions, c'est que jamais, dans aucune circonstance, il avait chaviré. Il avait toujours organisé tout. C'est de lui que j'ai appris à faire des listes. Parce que justement, quand il partait, il était parti pour 3 mois. S'il manquait quelque chose, c'était fini, il ne l'avait pas. Alors, tout était exactement organisé. Et il prenait les problèmes qui arrivaient comme ils arrivaient. Justement, une fois, il était au lac Mistassini, et ils sont allés en canot sur une île. Puis là, il y a eu une tempête énorme. Ils ne pouvaient pas revenir. Et puis, ils avaient presque rien avec eux. Ils ont passé la nuit simplement à l'extérieur sous la pluie. Et c'est à ce moment-là que mon père a eu sa première crise cardiaque. Et ses connaissances en biologie étaient suffisamment bonnes pour savoir ce que c'était. Le lendemain, ils sont revenus sur la terre ferme. Il se repose un petit peu, et puis il a continué pour le reste de l'été. Et ça, justement, c'est pour ça que je mentionnais plus tôt son enfance et les problèmes qu'il avait eus. Une crise cardiaque, c'est pas une raison pour cesser un voyage. Il faut continuer, parce que la recherche, c'est tout. C'est tout ce qui compte. En fait, il y a une autre chose qui comptait pour lui. La forêt boréale
Et la toundra était vraiment son milieu naturel. Il se sentait heureux, il se sentait chez lui. C'était vraiment l'endroit où il devait vivre. Donc pour lui, c'était une grande bouffée d'air. Il y a eu des fois où il a été tout seul, comme par exemple, il a fait des cueillettes sur la frontière du Labrador et du Québec. Et là, il était là plusieurs semaines seul. Et pour lui, c'était vraiment, c'est là qu'il était absolument en vie. Et c'est pour ça qu'en 1950, il a acheté un terrain au lac Poireau pour qu'on puisse y passer nos étés. Et d'ailleurs, étant un chercheur à plein temps, il a écrit des articles sur les plantes du lac Poireau. Il a publié des articles. Donc, même chez lui, il continue à travailler, ainsi de suite. Mais ça, pour lui, c'était une chose qui était d'une valeur profonde. Et en un certain sens, c'est pour ça que moi, je suis allé dans l'Arctique au départ. J'en avais entendu parler tellement, il fallait que j'aille voir par moi-même.